Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Vanessa Debroecker. Vanessa a créé VDB, une agence de conseil en communication et relations presse. Et elle va certainement nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Vanessa est venue partager son quotidien de maman, d'épouse et de businesswoman avec une maladie chronique, invisible et qui pourtant impacte son quotidien. Donc comment entreprendre quand ton corps souffre en silence, qui te freine et que personne ne le remarque? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Vanessa et bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Bonjour Nénia, plaisir partagé, merci. Alors avant de commencer, comme tu le sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités, celui des 2 vérités et du mensonge, pour en savoir un petit peu plus sur toi, de manière un peu plus amusante. Et donc pour ça, on a besoin de 3 choses sur toi, dont une qui est un mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous dire 3 choses sur toi? Première chose, j'ai rencontré et échangé avec Mikhail Gorbatchev à Moscou. Il m'a même signé un livre d'or. OK. Deuxième information, j'ai eu la chance de rencontrer Bill Clinton et d'avoir une photo avec lui. Et c'était à la Maison Blanche. C'était quand il était président à l'époque. Troisième information, Anémone Giscard d'Estaing, donc l'épouse de Valéry Giscard d'Estaing, est venue prendre le thé chez moi à Orléans. Ah oui, carrément, le le thé. OK. Mais écoute, hyper, intéressant. Je sens qu'il y a un petit piège là-dedans. Les 3 sont possibles en tout cas. Hâte d'être à la fin de l'épisode pour, en savoir plus. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ce que tu fais et comment aussi cette maladie est entrée, dans ta vie? Alors, j'ai 47 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 garçons. Je suis gérante de VDB, qui est une agence de conseil en communication et relations presse située à Orléans. Je suis optimiste, positive dans la vie et très active. Voilà, toujours besoin de faire plein de choses. Je suis très engagée. L'engagement, c'est la valeur numéro 1 chez moi. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Mais à côté de ça, en effet, quand ton introduction m'a commencé à me faire monter un petit peu les larmes aux yeux parce que c'est exactement le quotidien que je vis. Mmh. Alors en fait, j'ai 2 maladies chroniques, mais on n'en parle que d'une ici, c'est la plus handicapante, mais je vis, au quotidien avec une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie, invisible. En fait, c'est une maladie inflammatoire qui va toucher la colonne vertébrale, le bassin. Ça peut, atteindre toutes les articulations. Il y a des personnes pour qui ça a touché jusqu'aux yeux, les intestins. Mmh. Pour imaginer, en fait, c'est un petit peu comme si, c'était tout mon système immunitaire qui, s'en prenait finalement, toutes mes articulations et donc ça veut dire des douleurs très fortes, une raideur, matinale, des réveils la nuit souvent à cause, de la douleur et une fatigue aussi qui est pas une fatigue normale. C'est pas juste un mal de dos ou juste une fatigue après une mauvaise nuit, c'est une fatigue qui passe pas même après une bonne nuit de sommeil et qui va empêcher aussi de se concentrer. Ouais. Le gène HLA-B27 positif a été découvert en 2013, mais en fait, dans mes souvenirs, j'ai mal au dos depuis que je suis toute petite, mais ça a vraiment été découvert en 2013 chez moi. OK. Et c'est une maladie du coup que tu as depuis toute petite? En fait, on ne sait pas. Mmh. C'est une maladie, en tout cas, qui a été diagnostiquée il y a plus de 10 ans. Depuis quand je l'ai, je sais pas. En tout cas, c'est un gène que j'ai dès la naissance. Mmh. La maladie peut se développer ou pas. On peut avoir ce gène et ne jamais avoir la maladie. J'ai eu des crises de plus en plus fortes, en tout cas à partir de cette période-là, et des périodes pendant lesquelles c'était vraiment très, très compliqué. Normalement, on parle de crise. Ouais. Et en fait, moi, j'ai des crises pendant lesquelles finalement, c'était tellement du non-stop que pour moi, une période de pic, c'était vraiment une journée où c'était mais vraiment plus supportable du tout.
Mmh. Mais non, voilà, normalement, il y a des moments où tu vas mieux, des moments où ça va moins bien. Enfin voilà, c'est aléatoire. C'est aussi un peu, parfois en fonction, du temps. Je dis toujours que j'ai un baromètre intégré, donc s'il fait humide, par exemple, tu vois, je le Ouais. sens avant tout le monde. Si j'ai pas regardé la météo, mon corps me le dit et puis c'est lié aussi à la fatigue et aux excès et si j'en demande trop à mon corps, il me rappelle à l'ordre. J'allais te demander par rapport au diagnostic, est-ce que pour toi, il y a eu un avant et un après, tu vois, avoir été diagnostiqué? Parce que j'imagine que tu as dû avoir toute une période aussi de flou sur qu'est-ce que tu avais et en même temps avoir les douleurs. Comment tu as vécu ça? J'ai eu en effet des douleurs et puis, depuis toute petite, on me disait que j'avais rien, qu'il y avait rien, même des douleurs, par exemple, je me souviens petite, où j'avais l'impression que je m'étais, tordu la cheville, que j'avais peut-être une entorse et on me disait: «Bah non, vous n'avez rien». Enfin, j'ai eu puis des douleurs au dos, enfin voilà, depuis très longtemps et puis ces crises et puis cette fatigue et en fait, ce diagnostic a été détecté à un moment où en fait, on m'a fait une prise de sang, mais pour, plein d'autres choses, mais c'était pas dans la recherche de la pathologie, en fait. Mmh. C'est ma gynécologue. En fait, on parlait de plein de choses et puis elle s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas et en fait, c'est elle qui a fait cette recherche qui n'avait jamais été faite auparavant, qui m'a dit: «Bah, moi, j'y peux rien, mais voilà, allez voir votre médecin généraliste et qui va certainement vous envoyer ensuite vers un spécialiste». Ouais, ouais. Quand donc je voilà, il y a d'autres facteurs aussi. Il y a donc, des facteurs inflammatoires qui sont détectés aussi au niveau de la prise sanguine et en fait, quand il y a eu ce diagnostic posé, je me souviendrai toujours quand je suis sortie de chez ce rhumatologue, en fait, j'ai pleuré, mais en fait, je savais pas si je pleurais de soulagement Mmh. ou pleurer de, bah, en fait, ça va être à vie. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait enfin, un diagnostic sur ce que je vivais, enfin un mot, pas un diagnostic, mais un mot. Mmh. Et j'ai OK, donc on sait ce que j'ai, donc on va peut-être pouvoir, trouver un traitement et qui va me permettre d'aller mieux, de plus avoir ces douleurs et cetera et d'un autre côté, tu te dis: «Ouais, mais enfin, du coup, là, ça veut dire que ça vient». Et donc c'était un petit peu un mélange des 2, mais il y a quand même ce soulagement quand on entend aussi, bah, des personnes atteintes de fibromyalgie. C'est ce qu'on entend souvent aussi, hein, c'est ce côté, il y a à la fois, ça y est, en fait, c'est pas une maladie imaginaire, c'est peut-être une maladie invisible, mais c'est pas imaginaire. Mais d'un autre côté, ça veut dire que ça va être, toute ma vie et voilà. Mmh. Quand ce mot, il a été posé, tu étais déjà à ton compte? Tu étais déjà entrepreneur ou pas? Oui, je l'étais à ce moment-là et en plus de ça, c'était, une année donc je te disais, je suis, engagée bénévolement. Je faisais partie de la Jeune Chambre économique d'Orléans et en 2013, donc année du diagnostic, à Orléans, on recevait le congrès national de la Jeune Chambre économique française. J'étais la directrice d'organisation du congrès et donc j'avais une équipe qui m'entourait et puis il y avait ce congrès, en fait, on a eu, plus de 1 600 personnes qui sont venues et en fait, je me suis dit: «Je veux pas que mon équipe le sache parce qu'en fait, je veux pas qu'ils s'imaginent que, bah, parce que j'ai cette maladie-là, je serais pas capable, de les conduire jusqu'au bout, que je serais pas capable, d'être là les jours présents, d'être opérationnelle et cetera». Mmh. Donc en fait, personne n'était au courant à part vraiment je pense que les personnes, on peut les compter sur les doigts d'une main, c'était mes meilleures amies et les personnes les plus proches et qui savaient et qui, de temps en temps, pendant le congrès, sont venues me voir en me disant, «Tu t'assois 2 secondes?» parce qu'elles voyaient et mes amies, en fait, en me connaissant, voient les périodes où je suis moins bien. Ouais. Mais je voulais pas le dire en tout cas. Donc en fait, il y avait à la fois le côté entrepreneuriat où, je voulais pas en parler parce que je voulais pas qu'on se dise que j'étais, pas capable. En fait, j'avais peur du regard des autres, peur qu'on me voit comme, quelqu'un de fragile et de pas fiable alors qu'en fait, il y a rien à voir. Mmh. Trop malade pour entreprendre en fait, un petit peu, j'ai envie de dire. Oui, ouais. J'avais aussi peur du regard de mes enfants qui se disent, «Notre maman, elle est malade» et en fait, j'ai mis énormément de temps avant d'en parler Mmh. et là, c'est la première fois que j'en parle officiellement parce que c'est toi et je me suis dit aussi, on a besoin de pas se sentir seul. Mmh. C'est ça aussi, bah, tu vois, quand tu me disais quand tu as découvert, alors sur le coup, j'étais aussi allée voir des forums, le truc qu'il faut jamais faire, mais pour voir un petit peu ce que ressentaient les autres personnes. Après, j'ai très vite arrêté, autrement c'est bon, hein, tu déprimes en 2 secondes, hein, quand tu lis, les gens c'est horrible, hein, tu déprimes, hein. Parce que, en fait, les gens, ils sont plus au fond du trou et en fait, ils veulent pas s'en sortir, donc ils préfèrent s'enfermer dans la noirceur. Mais, ce que je peux comprendre aussi, hein, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment très compliqué, ils ont plein d'autres maladies en plus. Et en fait, je m'étais dit: «Ah, mais je suis pas seule» et quand je lisais tout ce que je lisais, je me disais: «Ah mais oui, mais moi aussi, c'est ce que je connais, c'est ce que je vis». Donc en fait, tu te sens pas seule. Il y a pas très longtemps, en fait, j'ai échangé avec une copine à qui on a diagnostiqué une fibromyalgie et qui, elle, en fait, a décidé de lancer un compte sur les réseaux sociaux Mmh. sur sa fibromyalgie, sa maladie, comme elle le vit, son quotidien et cetera. Et pour avoir échangé avec elle, elle me disait: «Ben, en fait, tu vois, c'est pour permettre à d'autres de comprendre qu'ils sont pas seuls, pour, qu'ils se reconnaissent». Mmh. C'est un peu pour ça aussi que là, tu vois, aujourd'hui, je me suis dit: «Allez, je vais le faire pour que d'autres se disent: "En fait, c'est possible". Tu peux entreprendre avec une maladie chronique et sans pour autant qu'on te regarde, autrement».
parce que finalement, Ouais, soit les gens le savent pas, soit, en fait, ça ne change pas qui tu es, ce que tu sais faire. ouais, on va pas forcément te coller cette étiquette-là, c'était plus une peur que tu avais. D'ailleurs, à ce sujet-là, déjà merci de venir sur le podcast en parler, pour avoir aussi eu un parcours, on va dire, dans le médical avec des douleurs et essayer de comprendre des choses chroniques qui reviennent, bien que ce soit ponctuel, chronique mais ponctuel, tu vois? Mmh. Effectivement, je trouve ça important d'échanger et de partager ce genre d'expérience parce que on peut vite se retrouver isolé et perdu Ouais. sans savoir quoi faire, ou internet du coup devient un peu la seule source si autour de soi on a personne qui a parlé de choses similaires, et internet comme tu disais, on y trouve de tout et n'importe quoi aussi. On peut vite se retrouver dans des conversations où, en fait, c'est le pire qui est en train d'être décrit ou imaginé, ou c'est les peurs des autres qui sont en train d'être projetées sur ce qu'on est en train de vivre et ce sur quoi on essaie d'éclaircir, d'enlever le flou. Donc voilà, déjà merci de venir sur le podcast. Quand on a parlé, donc tu disais qu'il y avait certaines, craintes que toi tu avais de ton côté sur la manière dont on allait te voir, et notamment que ce soit par rapport à ton travail, dans ton côté entrepreneuriat, mais aussi par rapport à ton rôle de maman. Est-ce que ça a vraiment été le cas? Est-ce que les choses ont changé? Au tout début, mes amis, quand je leur ai dit, en fait, à chaque fois que je les avais au téléphone, c'était, «Comment ça va?» Alors moi, à chaque fois, en général, j'ai lu toujours les questions et c'est: «Bah non, et toi, comment ça va?» «Non, mais toi, là, comment ça va?» Et en fait, cette question, je la supportais pas. Alors déjà, moi, je suis pas du genre à dire que ça va pas, donc le jour où je dis que ça va pas, c'est un signal d'alerte, ça veut dire que ça va vraiment pas. J'avais pas envie de m'étendre sur la question. Donc voilà, maintenant je l'ai dit, tu sais, et et on passe à autre chose. Donc ça, c'était le côté, compliqué aussi, mais c'était au tout début. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie, qui fatigue et où les douleurs surviennent aussi quand tu as beaucoup un peu abusé, on va dire. Mmh. Forcément, les crises vont s'empirer, et donc tu imagines bien que finalement, c'est le week-end où, en fait, le corps, il lâche un petit peu parce que pendant la semaine, forcément, tu en fais plus que ce que tu devrais, et donc quand tu es invité à dîner chez les amis, il y a eu des dîners que j'ai dû passer à côté, quoi, parce qu'en disant: «Écoutez, c'est pas possible, je suis pas en état». Mmh. S'ils savaient pas ce que j'avais, j'aurais pas pu le faire. De la même façon, ça fait quand même quelques années où on reçoit beaucoup moins souvent parce que c'est compliqué pour moi de me dire, il faut, que la maison elle soit rangée, nettoyée, avoir, préparé la cuisine, pendant longtemps, et en fait après ça, moi je vais être, fatiguée. Alors en même temps, j'ai des copines qui me disent: «Mais c'est pas grave, tu prends, chez un traiteur, tout fait», mais j'aime bien aussi, préparer, donc ça c'est compliqué. Donc le fait que les amis sachent, au moins ils comprennent. Et au niveau professionnel, en fait, ça fait très peu de temps que j'en ai parlé, mais tous mes clients ne le savent pas non plus, en fait. Mmh. Je sais que, alors j'ai eu une période, aussi, de 3 ans où, j'ai arrêté l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on m'a invitée vers une belle aventure qui était la création du village Baïséa d'Orléans, et donc je suis partie dans cette aventure, et en fait, dans un incubateur, tu as énormément d'événements, et moi, j'étais notamment en charge des événements internes, externes, entre autres choses. Et donc ça veut dire, des soirs, des week-ends, organiser des événements, plus tout ce qu'on faisait en journée. Enfin, on avait, voilà, des semaines qui étaient très, très chargées. On a eu des apprentis, et en fait, mon mari parfois me disait: «Mais c'est bon, tu les laisses porter», parce que, quand on avait dû déplacer, des tables, des chaises et tout ça, si je porte des charges lourdes, après je peux être bloquée pendant plusieurs jours. Ouais. Il me disait: «Mais dis-leur de les porter, tu leur dis que tu as une maladie et que tu peux pas porter, autrement tu es pas bien». Et je sais qu'il y a eu quelques personnes qui l'ont su, et en fait après, j'ai travaillé notamment pour quelqu'un qui était dans l'incubateur. J'ai travaillé pour eux sur un événement, j'ai géré les relations presse et un peu d'autres choses, et à un moment, en fait, j'ai voulu les aider, et donc porter des tables, et en fait, il y a l'une des collaboratrices qui me dit: «Mais non, tu restes là-bas et c'est pas à toi de le faire». Parce que moi, j'étais prête à aider, mais non, en effet, j'ai faut Mmh. pas que je le fasse, parce qu'elle savait et elle s'en souvenait. J'étais touchée de voir qu'elle s'en souvenait après, Mmh. quelques années. Donc de le savoir, ça peut aider certaines personnes, à voir les choses autrement. Maintenant, je vois aussi que parfois, les clients, en fait, ce qu'ils veulent, c'est les résultats. Mmh. Et en fait, maladie ou pas maladie, enfin moi j'ai vu, parce que comme tout le monde, tu as des petits pépins qui t'arrivent un petit peu dans la vie au niveau, santé, et j'en ai vu sur le coup, comprenant tout à fait: «Ah bah, j'espère que ça va», et cetera. Et alors que j'ai pas pris du tout de congé entre guillemets d'arrêt maladie comme j'aurais dû avoir parce que je ne voulais pas, et mais après en gros me disant: «Bon bah alors, quand est-ce qu'on a ça?» Enfin voilà, et donc en fait tu te dis, Mmh. à la fois tu as la compréhension, mais en même temps, eux, ils veulent avoir le ça tout de suite, et donc Mmh. Mmh. voilà, maladie ou pas maladie, en fait, voilà, faut juste avancer, quoi. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'aider à t'organiser, à faire en sorte de pouvoir respecter ton propre rythme? Sachant que là aussi, dans ce que tu dis, au final, j'ai l'impression que d'avoir des alliés
Que ce soit, par exemple, dans ton équipe, si tu as une équipe, ou alors dans ton cercle proche, des alliés qui vont venir te soutenir ou te rappeler un peu à l'ordre, surtout si toi, tu as tendance à vouloir, faire les choses même si, tu devrais pas. Parce qu'en plus, je comprends tout à fait ce côté aussi où c'est après que tu as mal, tu Mmh. sais? C'est pas genre avant et donc du coup, tu ne le fais pas, c'est tu fais et ensuite tu as mal, donc Ça peut être aussi pendant, hein. ou pendant, voilà, mais avant, il y a pas la douleur qui t'arrête avant en mode: «Oh, non, ne va pas là-bas». C'est genre tu vas et là, tu es en mode: «Mais pourquoi j'y suis allée? Je le sais en plus», tu vois? Ouais, je sais. Donc avoir des alliés, ça peut aider Ouais. quand donc choisir peut-être des alliés. Est-ce que tu as d'autres astuces que ou d'autres choses que tu as pu mettre en place ou remarquer qui t'aident, toi, dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur quand derrière, bah, tu as des clients qui attendent des résultats? Pour rebondir sur le côté allié, j'ai mon mari, des amis qui vont être là un peu en moteur d'alerte et me dire: «Attention, là, tu en fais trop». Qui, voient ma tête parce qu'on me connaît, enfin, en me connaissant, tu sais quand ça va pas et j'ai beau afficher un grand sourire, ils me disent: «Oui, mais enfin, on sait très bien que ça va pas», et qui vont me dire d'en faire moins, de lever le pied, de faire attention, ou me faire les gros yeux à une réunion, pour être sûr que je dise pas: «Moi, je peux m'en occuper» ou enfin, voilà. Donc ça déjà, c'est plutôt bien, me dire: «Repose-toi». Après, moi, je dirais, en fait, c'est l'équilibre qui est le moteur de survie, l'équilibre vie pro, vie perso et c'est surtout, s'obliger à se mettre des soupapes, des sas, Mmh. des espaces de respiration dans l'agenda. Mais ça, j'ai pas réussi tout de suite, hein et c'est pour ça que finalement, là, s'il y a des personnes qui écoutent et qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies qui fatiguent, des maladies où elles ont besoin de souffle, c'est vraiment ça, s'obliger à avoir ces soupapes dans l'agenda. Alors déjà, moi, je ne supprimerai jamais de mon agenda, sauf vraiment, événements où je peux vraiment pas faire autrement, mais c'est mon coaching sportif. Ça, c'est vraiment, Mmh. super important pour moi parce que c'est une maladie, en fait, qui, t'empêche de trop bouger aussi, mais tu as quand même besoin de faire du sport, de bouger et cetera pour t'éviter d'être encore plus ankylosée. Donc Ouais. ça, c'est voilà, indiscutable. Au moins cette ma séance de coaching, qui est vraiment hyper importante. Après, ça t'empêche pas de faire du sport à côté, mais ce créneau-là, il est grillé dans l'agenda. Ensuite, c'est se dire: «Si j'ai un événement le soir pour lequel, je suis actrice», c'est-à-dire pas, je vais à une soirée réseau, mais Ouais. par exemple, soit j'anime, une soirée, soit j'ai un événement dont je vais avoir un rôle d'acteur. Là, le midi, maintenant, je n'accepte plus de déjeuner. Pourquoi? Parce qu'un déjeuner avec une personne, ça fatigue. Ouais. Dit comme ça peut sembler surprenant. Mais voilà, ça use de la batterie. En fait, il faut avoir l'image, de la batterie Mmh. et se dire, on se réveille le matin, bah, la batterie, elle est rarement entièrement rechargée, contrairement à une personne «normale» entre guillemets et en bonne santé. Mmh. Donc en fait, on se réveille le matin, la batterie, elle est déjà un peu déchargée et en fait, chaque chose qu'on fait va retirer un petit peu plus des barres vertes, de l'énergie jusqu'à aller dans l'orange. Donc moi, si je veux être, «en pleine forme» entre guillemets le soir, il faut que j'évite, le midi par exemple, d'avoir un événement. J'essaye de pas avoir plus de 3 soirs par semaine où je suis prise Mmh. et voilà, enfin, c'est des petites choses comme ça dans mon agenda. Alors, je pense qu'il y a des amis, si elles m'écoutent, elles me diront: «Oui, est-ce que tu mets vraiment tout en œuvre?» Mais vraiment, je fais attention. Alors oui, il y a des moments où en fait, on peut pas faire autrement Mmh. et mai, juin, sont les mois toujours les plus, compliqués de l'année, les plus denses de l'année et donc en fait, on va avoir, beaucoup de périodes, avec, des événements très nombreux soirs. Mais voilà, j'essaye ça. J'ai le week-end, Mmh. du coup, de me reposer aussi et de prendre soin de moi et ça, finalement, c'est aussi ma famille Ouais. qui m'aident aussi là-dessus, hein. C'est qu'ils comprennent et ils savent qu'il y a des moments, bah, j'ai voilà, en fait, je peux m'écrouler donc je vais avoir besoin de repos, de m'allonger un peu, Mmh. de voilà, de me reposer parce que voilà, tout ce qui est stress, surmenage, fatigue et cetera, ça va amplifier les crises inflammatoires donc c'est par ralentir. En fait, moi, je peux pas dire que je fasse moins ou que je ralentisse, mais j'apprends à faire, mieux, à faire plus en conscience, en fait et d'être, consciente et de la même façon, quand j'ai vraiment des douleurs qui sont très, très fortes et s'il y a des matins où, je me rends compte que j'arrive à peine à marcher, je vais travailler, soit, assise, sur mon lit parce que ça va être beaucoup plus confortable avec un oreiller dans le dos, je suis pas en pyjama, hein, je suis habillée en tenue de travail, j'ai mon ordinateur et tout, parce Ouais. qu'il y en a parfois qui me disent: «Bah, repose-toi bien». Bah non, c'est juste que si j'ai une visio, je dis: «Bon, bah, j'appuie peut-être pas la caméra là parce que bon, je suis dans le lit», mais en fait, je suis sur mon lit ou je suis dans le canapé avec, un pouls sur lequel je vais mettre, allonger mes jambes. Mais voilà, ça va être parfois se dire, je vais me mettre dans des bonnes conditions ou voilà le midi, m'allonger un petit peu parce que, bah, j'ai tellement mal que là, il faut que je repose un petit peu mon corps et donc je vais avoir mangé très, très vite pour pouvoir avoir quelques minutes où je vais un peu voilà, m'allonger le midi. Enfin voilà, c'est des petites choses à mettre en place dans son quotidien, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je vois plusieurs choses.
Il y a à la fois que c'est progressif, tu vois? Que tu as trouvé un équilibre, mais que c'était pas inné. C'est Non. progressivement que tu as vu les choses qui pouvaient t'aider dans ton quotidien et au niveau de ton organisation à gérer la batterie, comme tu dis, et j'aime beaucoup cette image. En général, moi, j'aime bien parler de petites fioles qui se remplit, la nuit et dans la journée, tu sais, j'ai cette image de tu as une fiole et tu balances des petites gouttes, tu sais, à droite, à gauche, dès que tu fais des actions. Mais c'est le côté un peu, imaginaire que je peux avoir des fois. Et effectivement, je comprends aussi ce que tu dis, ce côté, des fois, tu te lèves et la fiole, elle est pas re-remplie, en totalité, et d'en avoir conscience, c'est hyper important aussi, je trouve. Et ça rejoint ce que tu disais aussi, d'avoir conscience que ton corps fonctionne de cette manière-là, qu'il va avoir certains besoins et de t'adapter du coup à ces besoins-là sans culpabiliser, tu vois? D'être dans le lit alors que dans l'esprit, pour travailler, il faut être sur un bureau. Aussi arriver à adapter son environnement et se dire: «Beh, en fait, mon corps a besoin de ça et c'est OK, j'avance quand même à un rythme différent». Mais et tu vois, là, c'est vraiment la différence, en fait, entre être entrepreneur et être salarié. Parce que, un salarié, il peut très bien demander à l'entreprise d'avoir un aménagement de temps de travail, d'avoir, des périodes où il fera moins. Enfin, moi, j'ai entendu des personnes comme ça dire: «Bah, de toute façon, maintenant, j'en ferai beaucoup moins, il faudra s'adapter à moi» et cetera. Bah, quand tu es à ton compte, tu peux pas te permettre ça, en fait. Mmh. Donc il faut trouver les astuces pour se dire, comment est-ce que je peux tenir? Mais sachant que je dois faire toujours autant, en fait. Alors après non, en limite, tu pourrais me dire, «Bah non, tu décides, d'être à mi-temps à ton compte et mais c'est pas ma façon de voir les choses». Donc c'est comment faire pour, que ça ne se voit pas. Sachant que Mmh. c'est un handicap invisible et que comme j'ai toujours le sourire, les gens qui ne sont pas au courant ne peuvent pas deviner. Mais voilà, c'est vraiment là la différence, la grosse différence entre être salarié et être entrepreneur, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une maladie chronique et qui hésite à se lancer, mais qui aimerait quand même? Est-ce que tu auras un conseil à lui À se donner lancer à ou? son compte? Ouais. Et bah, de le faire quand même à partir du moment où on a envie, c'est ce qui va permettre à la personne d'être épanouie, mais de faire vraiment attention et d'être vigilant et de pas attendre, d'être pleinement dans le rouge pour, faire attention comme moi je l'ai fait tellement de fois. Mmh. C'est se respecter, mais non, il faut oser et on peut le faire. La preuve, le jour où j'ai appris enfin, il y a des personnes, des artistes connus, tu vois? Et certainement même des chefs d'entreprise qui le sont et on le sait pas. Il y en a plein qui ont des maladies. Enfin, il y en a Mmh. qui tant qu'ils continuent. Enfin, moi, je connais des chefs d'entreprise, qui ont eu un cancer du sein et qui ont continué sans rien dire à personne, qui étaient absentes juste le jour de leur chimio, qui revenaient travailler. D'autres d'ailleurs qui sont pas chefs d'entreprise, qui pareil. Enfin, donc je veux dire, il y a plein de personnes en fait qui, Mmh. continuent d'entreprendre ou d'aller au travail, mais voilà, avec une maladie et des maladies, tellement plus graves que ça, en fait, j'ai envie de dire, tu vois? Mmh. Mais moi, je vois aussi, tu vois, il y a par exemple, le groupe Imagine Dragons et je sais pas si tu connais et en fait, Ouais. Dan Reynolds, le chanteur, alors pour avoir eu la chance de le voir en concert il y a 2 ans, mais il est incroyable sur scène. Il se donne, il saute de partout, il a une énergie folle. Bah, en fait, il a une spondylarthrite ankylosante et il a une autre maladie, lui, en plus, liée aux intestins, il me semble. Incroyable. Il a partagé ça justement, tu vois? Il a partagé, ses douleurs, ses périodes, de doute. Bon, il a des périodes aussi de dépression, mais sa volonté de continuer à vivre sa passion et en fait, moi, je trouve ça inspirant de se dire, «Bah, regarde-le, tu as vu comment il est sur scène?» Parce que souvent, je me dis: «Bah, heureusement, moi, je suis pas, tu vois, chanteuse ou actrice ou sportive de haut niveau». Enfin, je suis, bénévole dans un tournoi de tennis, dans un challenger et quand je vois tout à chaque fois, là, tous les joueurs de tennis et je me dis: «Mais en fait, mais moi, heureusement que c'est pas mon métier parce que comment je fais, en fait? C'est horrible, quoi». Donc Mmh. tu vois, je me dis: «Moi, j'ai la chance déjà de faire, un métier qui me plaît, mais un métier où finalement il y a pas de handicap», tu vois? Enfin voilà, ça handicape pas mon métier et ma passion, donc voilà. Et je pense que c'est un beau message aussi là que tu dis, de pas s'empêcher de vivre et de vivre de sa passion, et je pense que tu as totalement raison dans le sens où c'est aussi ce qui énergise et ce qui va Mmh. permettre de combattre la maladie. Je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, qu'est-ce que tu en Ah bah penses? oui, c'est difficile, mais c'est pas une fatalité, en fait. On peut ce que je disais, on peut vivre, on peut créer, on peut entreprendre avec une maladie chronique. Il faut savoir, s'entourer, il faut s'adapter, il faut peut-être parfois faire autrement.
mais c'est possible et donc faites-le et surtout, tu vois, moi, quand je te disais, c'était horrible là, les forums, où tu voyais, toutes ces personnes-là qui étaient, vraiment mais enfin en dépression. Parce qu'en fait, c'est une maladie où tu peux vite, en fait, être déprimé aussi. Parce que, Mmh. justement, parce que tu as cette douleur, qui est là lancinante, tu as cette fatigue, chronique et donc forcément, c'est normal à un moment, enfin, c'est plus possible, c'est plus vivable. Tu dis, moi je l'avais, hein, j'ai eu des moments, je me disais: «Mais enfin, en fait, à quoi ça sert de continuer de vivre si c'est pour vivre toujours dans la douleur?» Enfin, en fait, c'est Mmh. horrible. Tu te dis: «Mais enfin, à quoi ça sert?» Alors tu t'accroches, tu dis: «Bah, attends, non, toi, tu as ta famille, tu as tes amis et cetera» et puis, bah, moi, j'ai ce côté optimiste et surtout, en fait, je me suis dit: «Mais enfin, merci à cette maladie» parce qu'en fait, j'ai découvert en moi une force et une résistance que j'imaginais même pas avoir et je me dis, tu vois, je m'accroche à ça, en fait, en me disant: «Bah, regarde, en fait, tu as cette force en toi, qui fait que moi, je veux toujours me dépasser, toujours, tu vois, voilà, sortir de ma zone de confort et cetera et bah, j'ai mes petites victoires aussi, il y a des étés, tu vois, on part à la montagne et de me dire: «Bah, attends, j'ai fait cette randonnée, tu vois, j'y suis arrivée, bah, voilà, tu peux être fière de toi». Enfin, voilà, tout Mmh. ce que je fais, en fait, à chaque fois, je me dis, voilà: «Sois fière de toi». Alors, il y a des choses que je peux plus faire. C'était long de le comprendre, mais j'ai fini Ouais. par comprendre et on parlait du sport, tu vois, notamment. Enfin, j'ai jamais été, championne de haut niveau, mais le sport a toujours eu une place importante dans ma vie. Et en fait, moi, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Donc mais ça, j'ai fini par le comprendre et me dire: «OK, maintenant, voilà, j'ai compris et je ferai». Il y a plein de choses que je ne peux plus faire et que je ne ferai plus. Mmh. Par exemple, courir, je peux plus et d'ailleurs, tu vois, c'est ça aussi, on parlait du côté, la force que tu ressens et tout et en fait, finalement, j'ai cette maladie mais tu vis avec, tu voilà, tu fais avec, tu t'y habitues et c'est pas une maladie, mortelle. Je me dis, tu vois, j'ai cette chance-là, en fait. Quand j'entends des personnes qui se plaignent en disant, tu vois, il y a jamais rien qui va dans leur vie, tu envie de leur dire: «Mais tout va bien dans votre vie, vous allez bien, vous êtes en bonne santé, soyez heureux de vivre, quoi». Enfin, tu vois, c'est un petit peu ça aussi le message, c'est, Ça aide à relativiser aussi au final. ouais, complètement. Et c'est vrai que, tu vois, parce qu'on se connaît un petit peu et on a eu l'occasion de passer des moments ensemble, via l'entrepreneuriat et Mmh. c'est vrai que toi, tu es la personne, toujours, avec le grand sourire, tu un rayon de soleil, tu vois? Même dans les groupes qu'on peut avoir où on partage des choses ensemble. Pour moi, Vanessa, c'est la personne qui envoie toujours le petit message positif de la journée, la petite citation qui va venir, te remettre un petit coup de boost et tout et pour ça, franchement, bravo parce que tu en fais vraiment une force et c'est ce qui, reste aussi et je trouve ça, beau, tu vois, de donner ce message-là, sans tomber, tu vois, dans l'injonction d'être optimiste. Je pense que tu es comme tout le monde, tu as aussi des périodes de doute, de fatigue, Mmh. mais justement, arriver à relativiser dans ces moments-là, c'est ce qui fait ta force et ça se ressent beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses qui te nourrissent dans les moments de doute, de fatigue? Bah, déjà merci, ça me touche tout ce que tu dis. Ça fait toujours plaisir. Je m'en rends pas compte et c'est après, bah, notamment, voilà, dans les moments qu'on a pu vivre ensemble. En fait, c'est instinctivement, par exemple, voilà, moi, par exemple, moi, j'aime pas parler d'échecs, tu vois? Parce que je veux pas m'attarder dessus et en fait, si tu me demandes, voilà, quel est ton dernier échec ou ton pire échec, je serais incapable de te le dire, mais j'ai pas envie de chercher parce que, en fait, moi, je l'ai tout de suite, transformé finalement en leçon et donc comme tout le monde, j'en ai eu, tu vois? Mais je vais transformer en leçon et en fait, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, chaque, difficulté de la vie, en fait, elles doivent te renforcer finalement et te permettre, de t'améliorer et en fait, à chaque fois, franchir un pas de plus et il y a cette, citation, de Sénèque: «La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie» Mmh. et en fait, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, tu prends les choses comme elles vont et tu les transformes dans ton shaker et tu fais en sorte, à chaque fois, bah, d'aller un petit peu de l'avant, quoi. Mmh. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, hein, finalement, c'est, on chaque entrepreneur rencontre des difficultés dans sa vie, donc là, on parle de la santé, mais il peut y avoir plein d'autres difficultés que tu rencontres au fil de l'eau et en fait, Ouais. c'est de pas, à chaque fois, finalement s'attarder sur ce petit caillou ou ce gros rocher, qui vient, sur ton passage, mais c'est se dire: «Bah, comment est-ce que je vais le transformer? Comment est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux le contourner?» Mmh. Voilà, c'est essayer finalement à chaque fois, bah, d'aller de l'avant finalement pour pas rester dans la noirceur dont on parlait tout à l'heure, en fait. Si tu restes dedans, tu nourris. En fait, tu nourris ce sur quoi tu vas mettre ton focus, donc avoir le focus sur, plutôt axé solution, Mmh, que problème. Mmh, complètement. mmh. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur, les maladies chroniques, notamment invisibles?
je crois quelque chose qui est dur à vivre, c'est, déjà les douleurs et la fatigue, elles sont différentes Mmh. des douleurs, de dos ou des fatigues, que peut connaître, ouais, que doivent connaître les personnes qui n'ont pas cette maladie et en fait, à chaque fois que j'entends: «Ah moi aussi j'ai mal au dos» ou «Moi aussi je suis fatiguée», en fait ça c'est toujours, compliqué à entendre parce que tu dis: «Mais en fait je pense que tu as pas conscience de ce que c'est». En fait, j'ai l'impression à chaque fois d'être rabaissée, tu vois, Mmh. dans ce que je vis. Alors moi j'en parle pas souvent, mais les fois où je l'entends, déjà ça c'est compliqué. En fait, on est nombreux, il y a plein de maladies chroniques, hein, qui existent. Enfin là, c'était une maladie, mais parmi tant d'autres. Je m'aperçois que déjà, oser en parler, c'est un premier pas et qu'il faut échanger et se rendre compte que finalement, bah, déjà la vie, elle peut continuer, qu'il faut aller de l'avant et puis trouver son rythme et ça prend, comme je disais, moi j'ai mis énormément de temps et encore aujourd'hui, je sais que c'est pas encore complètement, équilibré, mais finalement, je pense que si j'avais entendu, au tout début, quelqu'un me disant: «Bah, attention, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça», bah, peut-être que ça m'aurait permis, d'en prendre conscience plus tôt en fait, on n'est pas des super héros. Mmh. Ça, c'est vrai qu'en fait, et puis les entrepreneurs, en fait, on a l'impression qu'en fait, on tient notre entreprise sur le dos et en fait, faut pas oublier que, notre entreprise, elle tient aussi, sur notre santé et donc si notre Mmh. santé après, s'écroule, bah, l'entreprise pourra plus tenir donc il faut aussi savoir la préserver, pour, être sûr, que notre famille et que notre entreprise puisse continuer donc c'est peut-être essayer de trouver des personnes avec qui en parler, petit message aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas de maladie chronique, mais qui ont dans leur entourage des personnes qui Ouais. ont une maladie chronique. Tu sais quand je te disais, au tout début quand tu apprends et que tout le monde te dit toujours: ça va», hem, Ouais. si vous sentez qu'en fait la personne alors il y a des personnes, hein, qui ont besoin d'en parler. Donc si Mmh. c'est, la personne en face a besoin, d'en parler, d'exprimer et tout, et bah, écoutez, mais soyez pas dans le jugement aussi ou essayez pas de toujours trouver, ou de pas, rabaisser. En fait, on n'a pas l'impression de rabaisser, mais en disant: «Oui, mais tu sais, moi aussi» ou voilà, mais c'est plutôt, bah, d'écouter. Je pense que déjà d'être dans l'écoute, c'est important, de trouver peut-être des solutions s'il y a besoin, de aussi d'un regard, vous êtes capable de voir que la personne, ne va pas bien ou est fatiguée ou bah, de peut-être lui faire comprendre que, bah, là, il faudrait peut-être, qu'elle lève un petit peu plus le pied. Enfin, ça d'être dans l'accompagnement, dans l'entraide et dans la compréhension surtout. Tu sais, je te parlais par exemple, moi, toi, de dîner que je suis capable d'annuler parce que enfin Mmh. et c'est hyper compliqué pour moi et j'arrive pas à le faire et ben c'est ça aussi, c'est d'accepter parce que moi, j'ai déjà parlé à une personne qui a une maladie chronique et qui m'a dit qu'en fait, les personnes autour d'elle ne comprenaient pas qu'elle puisse annuler un repas ou alors, qu'elles viennent et Ouais. qu'elles disent: «Bah, je viendrai que jusqu'à, 10 heures et après je rentre» et que les personnes ne comprenaient pas et en fait, moi, je me suis dit: «Mais attends, mais waouh, mais moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui comprennent, en fait et qui ont été Mmh. capables de me dire: «Bah, c'est pas grave et vas-y et de toute façon, ta santé elle est avant tout, quoi». Donc Mmh. pour l'entourage, c'est prendre soin aussi et faire attention, bah, Mmh. à leurs proches. Tu sais que tu es forte parce que là, pendant que tu parles de tout ça, j'étais en train de me dire: «Mais waouh, en fait, t ta maladie, j'ai l'impression que tu en as fait un super pouvoir, en fait». Parce elle te pousse à soigner ton entourage aussi pour, justement avoir un environnement qui vienne te soutenir et à prendre soin de ta santé. Tu en fais tellement une force, en fait et quand tu en parles, c'est vraiment, inspirant. Ah bah, écoute, tu as l'impression moi j'ai pas du tout l'impression que c'est mon super pouvoir. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est mon petit boulet, Mmh. que je traîne, mais en fait, j'en parle pas et voilà, il reste un peu enfoui dans un coin il y a une chanteuse qui était une actrice qui s'appelle Coralie, j'ai oublié le nom, qui a chanté sur, la spondylarthrite, qui est hyper inspirante. C'est un petit peu elle l'appelle sa vieille dame, tu vois? Qui est un petit peu là et qui, tu vois, le matin, elle est en discothèque et puis 1 heure après, en fait, elle est au fond du lit moi, j'essaye de pas en fait, de vivre une vie normale, en fait, j'y pense pas, tu Mmh. vois? Je suis pas là tous les jours en train d'y penser. Je vis, en fait, j'ai c'est un peu, voilà, je mets ma couverture dessus et puis, j'y pense pas. Alors si elle est là, elle me tient, elle fait: «Coucou, je suis là» parce que, voilà, elle me fait souffrir mais j'y pense pas et tu vois, je suis pas en train de me dire à chaque fois: «Attention, tu une maladie chronique», tu vois? Mmh. Oui. En fait, je vis avec, mais en fait, j'essaye de faire comme si elle était pas là.
Oui, et parfois on me rappelle qu'il faut pas que j'oublie qu'elle est là. oui et elle vient te faire coucou aussi au quotidien. Comment tu gères la douleur? Parce que la douleur, des fois, ça te brouille l'esprit, tu vois? Où tu arrives plus à te concentrer, à penser clair. Comment toi, tu gères la douleur? Alors je pense qu'en fait tu apprends à supporter une douleur beaucoup plus intense que d'autres personnes parce qu'en fait au fil de l'eau, tu as appris à vivre avec la douleur. Mmh. Donc déjà, je pense que tu as, enfin j'ai bien vu en accouchant que j'arrivais à rigoler encore et alors qu'en fait il était temps d'aller voilà, en salle d'accouchement, donc en fait, je pense que tu arrives à vivre avec et quand tu dis: «Mais si, si, je vous promets, j'ai mal», bah non, vous êtes en train de rire: «Mais si, non, je vous promets, là, c'est intenable». Voilà, donc en fait, tu apprends à vivre avec et après oui, tu as cette fatigue, qui est terrible et ce brouillard, de l'esprit qui est là, qui va être là parfois en fait, tu as pas le choix, voilà. C'est Mmh. juste ça, en fait, c'est que tu as pas le choix de faire autrement, en fait. Il faut aller de l'avant. Ouais. Le seul choix que tu as, c'est comment tu vas aller de l'avant, quoi. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure avec des personnes qui peuvent, plus avoir tendance à se morfondre Mmh. et à nourrir, du coup des idées plus tristes, plus noires, tomber en dépression, ce qui, est aussi une réalité. À côté de ça, toi, tu as choisi d'essayer de rester le plus positif possible, ce qui n'empêche pas d'avoir des périodes de doute, tu nous le disais tout à l'heure, hein, et de fatigue. C'est juste que ce que tu vas montrer aux autres, ça va être plus dans cet esprit-là de d'optimisme, et de joie et de Je suis convaincue que si tu souris à l'extérieur, tu vas sourire plus facilement à l'intérieur. Si tu apportes ce côté, voilà, je suis souriante, tout va bien, je vais bien, bah forcément, tu vas t'apporter du soleil à l'intérieur et ça ira mieux. Alors que si tu dis tout le temps, bah non, ça va pas, bah en fait, ça va empirer encore plus, quoi. Donc, mmh, 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 il faut aller de l'avant. complètement. On arrive vers la fin de cet épisode. D'habitude, je fais un petit résumé des points clés qui peuvent ressortir pendant l'épisode, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de te demander à toi, si les personnes qui nous écoutent devaient retenir seulement une chose de cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent? J'ai envie de dire 2. La première, c'est, la maladie ne doit pas vous empêcher d'avancer. Continuez à faire ce que vous avez envie de faire, continuez à vivre. Et la deuxième, c'est en revanche, faites attention à vous et donc mettez en place, ce qu'il faut pour vous permettre justement de vivre vos passions. Un beau message. Bah, écoute, je te propose qu'on revienne au petit jeu des 2 vérités et du mensonge. Je sens que je vais passer sur le grill là. Pour résumer, tu nous as dit avoir rencontré Gorbatchev, Clinton, Giscard d'Estaing. l'épouse de Giscard d'Estaing. En vrai, j'ai aucune idée, hein, là, c'est du ploum ploum. Bon, est-ce que ce serait plutôt le livre d'or, plutôt la photo? Moi, j'ai envie de penser que tu as quand même une photo avec Bill Clinton. Est-ce que c'est une vérité? Ah bah, attends, donc dis-moi, donc c'est pour toi, quel est le mensonge? Parce qu'après tu encore deux choix. Donc tu penses que j'ai une photo Ah, avec je voulais faire par élimination, moi. Du coup, c'est peut-être le mensonge. je ne Je sais peux pas, je ne revenir sais sur ce que pas, je viens je de ne dire? sais pas. Donc mais en effet, j'ai une photo avec Bill Clinton. Mais je ne sais pas si c'est un Ah! mensonge, ou une vérité, mais j'ai une photo. Ah! Donc ce serait le mensonge, la photo serait pas la Maison Blanche? Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, même dans mon mensonge, j'ai une part de vérité, donc en fait, indirectement. OK. Bah, moi, j'aurais dit que la photo, avec Bill Clinton, à la Maison Blanche, c'est une vérité. Mmh. Que le thé avec, l'épouse de Giscard d'Estaing aussi. Donc j'aurais dit Gorbatchev, le que mensonge. ouais. Alors, en fait, c'était la photo avec Bill Clinton, qui est, le mensonge. Mais j'ai pas une photo avec lui, mais c'était à la Maison Blanche, donc je crois que c'était en 95, je crois que je suis allée à 1 fois, je suis allée à Washington et en fait, quand tu visais la Maison Blanche, il y avait un endroit, tu sais, où tu pouvais être pris en photo et en fait, juste à côté, tu avais la silhouette et donc j'ai une photo avec Bill Clinton mais je l'ai jamais rencontré. OK. Gorbatchev, donc j'ai fait un DESS, avec un nom un peu pompeux, mais en gros, c'est de relations internationales et en fait, en voyage, d'études, on est parti à Moscou
et on a Mmh. rencontré, plein de personnes, là-bas et dont, Mikhail Gorbatchev et donc avec qui, j'ai pu échanger, ma question avait été retenue donc en fait, voilà, il m'a donné la parole quand j'ai posé ma question Trop et en bien. fait, c'était moi qui, ensuite allais, faire signer le livre d'or, de la promotion, et donc bah, j'ai une pho en fait, je suis la seule à avoir, de la promo, à avoir une photo où je lui serre la main. Ah stylé. Donc voilà et en fait, au départ, je voulais te dire, pour que ça soit vraiment les mêmes histoires, à chaque fois, je voulais dire, «J'ai rencontré et j'ai échangé avec» et au départ, je pensais te dire, «avec Valéry Giscard d'Estaing» parce que c'est vrai aussi, en fait, j'ai pendant cette même année de ESS, en fait, j'ai rencontré, Giscard d'Estaing. Donc j'aurais pu le dire aussi. Dans la même façon, là, c'était, à Bruxelles. Il s'avère qu'après mes études, en fait, j'ai monté le dispositif, SOS Enfants Disparus. Donc il y a un dispositif d'accompagnement des familles, d'enfants, qui sont disparus dans le cadre de fugues, enlèvements parentaux, disparitions inquiétantes et ce dispositif était intégré dans la Fondation pour l'enfance, qui est la Fondation pour l'enfance d'Anne-Emmanuel Giscard d'Estaing et donc d'ailleurs à cette occasion, bah, j'ai eu l'occasion de recroiser aussi, 2 ou 3 fois Valéry Giscard d'Estaing pendant le gala de la Fondation pour l'enfance. Mais donc j'ai déjà, voilà, croisé quelques fois Anne-Emmanuel Giscard d'Estaing et en fait, il s'avère que quelques années après, j'avais vu qu'elle était, invitée d'honneur des fêtes johanniques, à Orléans, donc où on avait déménagé, où on habitait et je me suis dit: «En fait, je vais lui écrire, je vais lui envoyer un mot» parce que j'avais pas son numéro de téléphone, mais en fait, je garde tellement une image d'elle, assez exceptionnelle. Enfin, puis moi, c'était une période de ma vie, assez, fabuleuse. Enfin, tu vois, j'ai monté le dispositif d'alerte, enfin, on a monté Mmh. avec, les ministères, mais j'ai fait partie du comité d'organisation d'alerte enlèvement et tout ça. Enfin, c'est une période assez, voilà, C'est alors quand on incroyable. parle de côté disparition, ça peut paraître glauque, mais c'était enfin voilà, une période assez, riche en tout cas et je me suis dit, voilà, j'avais tellement apprécié cette femme, cette présidente qui était, incroyable et une femme qui parut aux yeux de beaucoup comme une femme très effacée, mais qui était très, très Mmh. intéressante. Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis dit: «Je lui envoie, un courrier», parce que j'avais trouvé son adresse. Je lui envoie un courrier pour dire que je serais ravie tu vois, de la rencontrer à un moment ou à un autre et en fait, elle m'a proposé de venir prendre le thé à la maison. Donc en fait, je m'attendais même pas à ce qu'elle vienne à la maison. C'est elle qui me l'a proposé devant chez nous. Il y avait la voiture avec le garde du corps, le chauffeur et tout et en fait, elle était à l'intérieur et que personne l'a su. En fait, moi, on en a jamais parlé à personne et le maire de la ville n'est pas au courant. Enfin, tu vois, je pense ils le savent pas et qu'en parallèle bon, elle a fait tout ce qu'elle devait faire, mais elle est venue à la maison et on va prendre le thé, échanger, on a pu reparler, tu vois, de plein de choses et elle a dû rester mais plus d'une heure, facile à la maison, quoi, Ouais. comme si de rien n'était, mais c'était juste une ancienne première dame. Voilà. Le genre d'anecdote, qui reste, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un souvenir et tu vois, au départ, quand j'avais parlé à mon mari en lui disant: «Bah, tiens, les» enfin, j'avais proposé, tu vois, de dire: «Bah, tiens, j'avais pensé justement au troisième politique» et après, il me dit: «Ah, mais attends, mais non, mais le thé avec Ademo Giscard d'Estaing», il me dit: «Quand même, c'est incroyable, tu te rends pas compte, on a eu Mmh, mmh, mmh. la Mais première dame oui. à la maison». Puis comme quoi, faut oser, tu vois? Si tu avais pas osé envoyer le courrier et demander, bah, tu aurais pas vécu ce moment-là Mais alors je que m'attendais pas à ce qu'elle me dise, «Je viens chez vous». Enfin, tu vois, je me suis dit déjà, je lui avais dit: «Si vous avez le temps, je pourrais venir vers vous à un moment». Enfin, tu vois, je pensais mmh mh. vraiment pas qu'elle passerait autant de temps avec moi, mais ça montrait bien, la femme qu'elle est et c'était pas ma génération, mais quand ils allaient, à l'époque, avec, son mari, ils allaient chez les Français, bah, en fait, je me c'est un petit peu ça finalement, tu vois? Ils allaient chez les Mmh. électeurs et là, nous, c'était un petit peu elle est venue à la maison. Ben, tu te dis: «Mais est-ce qu'il y a beaucoup de premières dames qui feraient ça?» Tu vois? Et comme quoi, on reste tous humains, tu vois? Mmh. Ça me fait penser aussi là, par rapport à ce que tu disais, le fait que tu es pas mal, dans le bénévolat, tu as pas mal de projets. Là, tu nous as parlé aussi d'avoir fait partie du comité, pour, ces SOS, alerte à enlèvement. SOS enfants disparus et puis après il y avait alerte Tu enlèvement. Mmh. entreprends tellement de choses, tu as tellement de projets malgré la maladie chronique que tu peux avoir. Donc c'est un beau message aussi, que tu transmets aujourd'hui, je trouve, en disant que ça empêche pas d'avoir plusieurs projets aussi et à la fois d'entreprendre, à la fois de s'investir dans des choses, des causes qui te tiennent à cœur, en gardant à l'esprit, le message que tu nous disais de faire attention à soi aussi. Mais voilà, que ça empêche pas tout ça. Donc Mmh. beau message. Merci en tout cas, pour, ce partage, ouais. J'ai une dernière question pour toi. Quel est le meilleur moyen pour te contacter? Et je mettrai le lien dans la description. Bah, ça peut être, LinkedIn par exemple, pour le côté professionnel, Vanessa Debroux, c'est parfait. Génial, je mettrai le lien.
Écoute, merci encore d'être venu sur le podcast pour partager ton histoire, une histoire de courage et de nous montrer à la fois ta vulnérabilité, mais aussi ta force. Merci pour ce témoignage fort, sincère, et je te dis à bientôt. Nous, on se reverra. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.